Donc on va faire une transition assez brutale par rapport aux deux exposés précédents, puisqu'on va rentrer dans le domaine des sciences du vivant. Donc cette petite diapositive d'introduction, juste pour vous rappeler qu'on va parler d'évolution. Ça, c'est pour ceux qui le reconnaissent, ne le reconnaissent pas, plutôt ce qu'on pense être le premier arbre de l'évolution dessiné par Darwin, qui justement avait pour objectif d'essayer de représenter le temps qui passe, de l'évolution des espèces, des événements de spéciation, et donc de ces espèces qui descendent les unes des autres à partir d'ancêtres communs. Donc, la première chose qui nous frappe en tant qu'observateur de la vie, c'est sa diversité. Évidemment, la diversité des organismes vivants, dont j'ai représenté ici quelques représentants, des animaux, des plantes, des micro-organismes. Et donc, on se doute bien que ça ne devrait pas passer tout seul. Si, c'est bon. Que la diversité est due à des événements de l'évolution qui se sont produits sur des périodes extrêmement longues. Et puis, par rapport à cette évolution très lente et sur des périodes très longues, on a également la possibilité de visualiser, d'observer la diversité au sein d'une même population. Et celle pour laquelle c'est le plus facile de faire cette observation, c'est évidemment la population humaine, où on se reconnaît bien comme étant des individus tous différents. Et là, cette diversité-là, elle est dans le présent. On voit bien aujourd'hui que c'est lors d'une génération humaine que l'on obtient cette diversité-là. Et il y a donc deux modes d'évolution, un qui semble se produire sur des périodes extrêmement longues et une autre qui se produit sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes les principes de l'évolution qui sous-tendent ces deux modes d'évolution, ces deux modes de modification avec changement, de descendance avec changement plutôt, comme l'a précisé Darwin. Et pour cela, il faut revenir aux bases moléculaires du vivant, l'ADN. Donc très rapidement, une image un peu triviale pour vous rappeler que notre corps est constitué de cellules, que dans ces cellules il y a un génome et que ce génome est constitué d'ADN qu'on représente souvent sous cette forme de double hélice qui représente donc la structure de l'ADN. Et si on regarde un petit peu plus en détail, cette structure de l'ADN, en fait, il s'agit en quelque sorte, deux fois la même molécule, puisque on a un premier enroulement d'une molécule ici, avec ce qu'on appelle des bases, A, T, C et G, qu'on symbolise A, T, C et G, parce que les noms sont adénine, thymidine, guanine, cytosine. Et en face d'une adénine, on a toujours une thymidine, et en face d'une guanine, on a toujours une cytosine. Donc à partir d'une seule des deux molécules enroulées, on peut retrouver l'autre, simplement par complémentarité. Donc ça, c'est le matériel génétique qui constitue nos cellules et qu'on transmet à notre descendance à travers la fécondation. Donc, vous avez sans doute entendu parler du séquençage du génome, du séquençage de l'ADN, une technologie qui est en pleine révolution en ce moment parce que les méthodes pour ce faire sont devenues extrêmement peu onéreuses et donc tous les laboratoires sont capables de rapidement séquencer des génomes d'espèces différentes et de l'homme en particulier. Et ce qu'on appelle le séquençage, c'est donc tout simplement la lecture de ces bases telles qu'elles sont le long des chromosomes. Parce que si vous remontez la figure, on voit bien que on a une séquence comme ça de bases qui se succèdent le long d'un chromosome. Et un chromosome humain, c'est une molécule d'ADN. Et dans le génome humain, il y a 3 milliards de ces bases d'ADN. Donc, on va revenir sur ces modes de changement, sur un rythme très rapide, et qu'on va donc appeler les mutations. L'ADN change par mutation, et puis un autre beaucoup plus lent qui est celui de la sélection naturelle. Donc, quelles sont les mutations possibles? C'est les mutations d'un texte, c'est le changement qu'on peut voir opérer dans un texte. Donc là, je vous ai montré une première mutation toute simple qui est entre deux textes différents du génome, un C qui se transforme en G. C'est ce qu'on appelle en anglais un single nucleotide polymorphism, qu'on appelle tout simplement un SNP pour aller plus vite. On peut insérer un morceau d'ADN ou en enlever, on ne sait pas toujours dans quel sens ça s'est produit, mais en tout cas il y a une différence de contenu, là aussi plusieurs bases ou une seule base, et puis l'ADN peut se dupliquer donc en plusieurs copies dans le génome. C'est
3 parmi les mutations les plus fréquentes qu'on retrouve entre individus, entre les différentes personnes de cette salle. Nous avons pratiquement le même génome, mis à part des différences de cette nature. On a tous 3 milliards de bases dans notre génome, et environ 3 millions de ces 3 milliards sont différentes de par ces changements-là. Certaines de ces différences causent nos différences de phénotype, c'est-à-dire notre apparence qui change, et puis la plupart, en fait, n'ont qu'une incidence sur notre physiologie ou notre phénotype. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le génome que nous transmettons à notre descendance, alors ma diapositive est un petit peu maladroite, mais est modifié au moment de la gamétogénèse. La gamétogénèse, c'est le processus de synthèse des cellules qu'on va transmettre à notre descendance. Donc le génome paternel en particulier, lorsque le père synthétise, fabrique les spermatozoïdes, eh bien, il y a des divisions cellulaires, et au cours des divisions cellulaires, les erreurs sont commises lors de la réplication de l'ADN. Comme dans une photocopieuse, lorsque vous photocopiez une feuille, on vous a peut-être déjà utilisé cette analogie, eh bien, la photocopie n'est pas toujours fidèle à l'original. Il y a quelques erreurs. Si vous refotocopiez la copie, vous refaites ce cycle, et bien, au bout de 100 copies de la copie, vous allez voir que la 100e copie est très différente de l'original, tout simplement à cause de multiples erreurs qui se sont accumulées. Là, c'est pareil. Au cours des divisions cellulaires, il y en a environ 200 pour arriver à un spermatozoïde. Et bien, à chaque fois, l'ADN est répliqué à partir d'une copie qui avait déjà accumulé des erreurs. Et donc, on obtient à la fin un génome du spermatozoïde qui a toujours 3 milliards de bases, mais avec environ 100 mutations, 100 changements à partir du génome paternel. Alors vous allez me dire, 100 sur 3 milliards, ce n'est pas beaucoup, mais si vous multipliez ça par d'innombrables générations qui se succèdent, eh bien, sur des temps de millions d'années, eh bien, à ce moment-là, ça va avoir un impact. Mais on est dans le présent pour l'instant, et donc dans le rythme des mutations, on a environ 100 mutations nouvelles par génération, par individu qui naît. Dans l'espèce humaine. Ce processus est également vrai dans tout le vivant qui se reproduit par fécondation. Alors, ce qu'on va voir là maintenant, c'est quel est l'impact d'une de ces mutations. J'en prends une au hasard ici, une mutation d'un, je ne sais plus quelle lettre ici, quelle base, mais qui devient un A. Et on va voir qu'est-ce qu'il advient lorsque cette mutation est avantageuse. C'est-à-dire qu'elle va octroyer un avantage à la descendance qui va porter cette mutation que n'avait pas le père ni la mère. Donc là, imaginez que cette mutation, elle transforme l'individu il devient vert. Et le vert, c'est avantageux, pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais toujours est-il qu'il a une plus grande chance de survie. Là, on revient sur les principes de Darwin, qui dit qu'on a une plus grande chance de survivre lorsqu'on est possesseur d'une mutation avantageuse. Et plus grande chance de survivre dit plus grande chance de se reproduire. Donc, au bout de quelques générations, eh bien, la descendance de l'individu vert va augmenter en fréquence plus rapidement que la descendance des individus qui ne sont pas verts et qui ne sont pas porteurs de cette mutation. Donc, au bout de nombreuses générations, on atteint une situation où tout le monde devient vert, tout le monde descend de cet individu qui portait cette première mutation verte. Là, on est donc sur une période de temps qui est en milliers, en centaines ou en millions d'années. On compte le temps en évolution en termes de génération, puisque vous avez vu que c'est l'unité de temps. À chaque fois qu'on transmet l'ADN à la descendance, eh bien, on a des changements qui vont s'exprimer dans la nature. Eh bien, c'est là que, c'est en termes de génération qu'on parle, de façon à pouvoir comparer le temps évolutif d'une souris qui se reproduit annuellement, de l'homme qui se produit tous les 25 ans à peu près, dont la génération est d'ordre de 25 ans. Si on comptait en millions d'années, on n'aurait pas la possibilité de les comparer. Donc voilà, vous avez vu en 3 diapositives les principes fondamentaux de l'évolution. La mutation, plutôt un phénomène instantané à l'échelle de l'évolution, en une seule génération. Et puis la sélection naturelle d'individus avantagés, qui, elle, se produit sur des très très longues périodes. Là, je vous ai montré l'effet d'une mutation avantageuse, mais on a le pendant, une mutation désavantageuse. Elle, justement, elle désavantage le porteur, et lui, il a moins de chances de se reproduire, et donc la mutation ne va jamais remplacer les mutations, enfin le génome des individus qui existent déjà dans la population. Voilà, donc... Maintenant,
comment est-ce que ça se traduit concrètement dans l'ADN des individus et comment nous, en tant que biologistes, on aborde ce problème. Imaginez un mammifère ancestral qui vivait il y a environ 100 millions d'années et qui, par les processus de l'évolution, a donné lieu à deux nouvelles espèces, l'espèce humaine et l'espèce des souris, et donc à travers de nombreuses mutations, exactement comme je viens de vous l'expliquer. Et on va regarder ce qui se passe pour un gène, le gène de la kératine. Bon, le gène de la kératine, vous imaginez bien, produit la kératine qui est importante pour la constitution des poils et des cheveux. Et on peut faire l'approximation qu'un poil humain ou un cheveu humain et un poil de souris, grosso modo, c'est la même chose. Ils ont hérité la kératine de leur ancêtre commun, mais transmis avec énormément de mutations. Donc, si on regarde le gène de la kératine humain et le gène de la kératine de souris, et on les compare, on les aligne, et on regarde les mutations qu'il y a eu dans le gène, on voit une situation assez contrastée. Le gène, en fait, il commence dans la région verte. Juste avant, on a la séquence d'ADN qui se trouve juste avant le gène et qui n'a pas d'impact fonctionnel, ne sert à rien, entre guillemets. Vous voyez que là, il y a eu beaucoup de mutations. Et dans la région verte, par contre, il n'y a aucune mutation. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mutation. Les mutations se sont produites partout. Les mutations sont des phénomènes plus ou moins aléatoires. Il y a eu des mutations dans le gène. Simplement, ces mutations avaient un impact délétère. La fonction de la kératine était modifiée, les poils poussaient moins bien, étaient moins touffus. En période hivernale, il faisait froid, les gens mouraient plus facilement, les souris étaient moins attractives pour le partenaire sexuel, peu importe, mais toujours est-il qu'il y avait un désavantage à avoir des mutations dans la kératine, et donc les souris qui les portaient avaient moins de chances de survie, et donc mouraient, et la mutation mourait avec elles. Ce qui fait que le gène lui-même est protégé en quelque sorte de la fixation dans la population d'une mutation dans le gène. Par contre, en avant du gène, dans les régions qui ne servent à rien, entre guillemets, on peut avoir des mutations qui se propagent dans la population par le jeu du hasard et qui arrivent à fixation, c'est-à-dire que tous les humains et toutes les souris possèdent ces différences. D'accord ? Donc là, il y a un phénomène qu'on appelle ici la neutralité, c'est-à-dire que là, les mutations peuvent se produire et arriver à des hautes fréquences dans la population sans que ça ait eu d'impact sur la production de kératine. Ici, on a ce qu'on appelle une sélection pour filtrer, pour éliminer les mutations qui tombent dans le gène de la kératine. Donc, on a, par le jeu de la sélection naturelle, ce processus de filtre. C'est-à-dire que les mutations se produisent, mais elles n'ont pas le droit, en quelque sorte, de durer très longtemps dans le temps, parce qu'elles sont éliminées par le jeu de la sélection naturelle. Alors, ce rythme des changements, j'ai généralisé en disant qu'il était du taux d'une mutation de 100 mutations par génération, mais les générations n'ont pas la même durée entre les espèces, comme je l'ai dit. Une génération humaine, c'est de l'ordre de 25 ans, une génération de souris, c'est de l'ordre de l'année. Il y a des générations beaucoup plus courtes et des générations beaucoup plus longues, mais donc le tempo des changements sur les millions d'années sur lequel on observe l'évolution n'est pas le même. Donc là, vous voyez, j'ai fait un arbre un petit peu comme celui de Darwin, où les longueurs de ces branches dans l'arbre reflètent, alors que toutes ces espèces vivent aujourd'hui, les longueurs des branches reflètent tout simplement la vitesse d'évolution. Donc, plus une branche est longue, plus la vitesse est rapide. D'accord ? La longueur de la branche est juste proportionnelle à la vitesse. Donc, ce qu'il faut bien avoir en mémoire, c'est que malgré le fait que toutes ces espèces vivent aujourd'hui, en 2012 sur la Terre, leur horloge avec laquelle elles évoluent n'est pas la même. Chacune a une horloge différente et évolue à un rythme différent dans l'ADN. Le nombre de mutations et la vitesse à laquelle ces mutations se propagent ne sont pas les mêmes. Les deux tempos dont je vous ai parlé, le lent et le rapide, ne sont pas les mêmes pour ces différentes espèces. Est-ce que ce sont des horloges à mouvement perpétuel? La réponse est malheureusement non, ou heureusement, je ne peux pas faire de jugement. Enfin, toujours est-il que ce n'est pas le cas. On connaît tous le cas de certaines espèces qui se sont éteintes, pour lesquelles le temps s'est arrêté. Il n'y a plus de mutation parce que l'espèce a disparu complètement pour diverses raisons. Et donc, voilà, on a en fait, dans le vrai arbre de l'évolution, de multiples branches qu'on ne voit pas parce que les espèces ont disparu.
Hein, souvent, on observe le vivant à travers le vivant, et donc les espèces qui ont atteint la période dans laquelle l'expérimentateur peut les étudier, donc le présent. Donc, pour résumer rapidement, on a deux tempos de mutation, de changement, les mutations aléatoires sur un rythme rapide et les sélections naturelles des mutations sur un rythme lent. Et chaque espèce subit ces mutations et ces changements sur des rythmes différents. Alors, le problème, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que biologistes, on s'intéresse à l'étude de ces génomes et on aimerait pouvoir exploiter ce principe que je viens de vous expliquer pour faire de la biologie et comprendre ce texte. Parce que nous, quand on obtient le génome, c'est ça. Et ça, c'est complètement incompréhensible. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrases, il n'y a pas de grammaire facile à comprendre. Et donc, il faut faire des expériences pour comprendre ce qui se passe dans ce génome. Ou bien, on peut aussi comparer ce génome entre espèces et essayer d'extraire des principes dont je viens de vous parler, une information qui nous permette de comprendre comment le génome est lu par la cellule pour faire fonctionner la cellule, fabriquer des protéines, etc. Alors le principe principal, c'est qu'on va utiliser le fait que les changements, comme je viens de vous l'expliquer pour la kératine, eh bien, tendent à éviter, à être éliminés des régions importante pour l'organisme. Par exemple, le gène de la kératine. Vous avez vu qu'il n'avait pas subi de mutation, tandis qu'une région moins importante ou pas importante, elle avait pu muter. Donc typiquement, ça c'est un genre de représentation qu'on voit souvent dans notre métier. C'est une représentation d'un morceau de génome, en l'occurrence là c'est 350 bases d'ADN. Alors je n'ai pas la place pour les mettre les 350, mais ici on a 350 bases d'ADN humains, contre lequel on a aligné l'ADN du chimpanzé, de la souris, de l'éléphant, du poisson. Il y a d'autres espèces intermédiaires. Donc, plus on descend dans la liste, plus on s'éloigne de l'homme en termes d'années d'évolution. Donc, le chimpanzé, c'est 6 millions d'années. La souris, c'est 80 millions d'années. L'éléphant, c'est 90. Le poisson, c'est 400 millions d'années depuis notre dernier ancêtre commun. Et donc, plus l'espèce est éloignée, plus il y a eu de temps pour accumuler des mutations. Et donc, plus on a de contrastes pour essayer de voir si des mutations se sont produites et ont été acceptées dans des régions peu importantes, où elles peuvent se produire sans gêner le fonctionnement de l'organisme, et au contraire être évitées dans les régions qui sont importantes. Vous voyez que le chimpanzé, lui, on ne voit pas tellement de différence sur le long de la ligne. Les petites barres vertes indiquent tout simplement le nombre de mutations qu'il y a eu à un endroit donné de la séquence. Plus la barre est haute, plus il y a eu de mutations. Et donc, vous voyez que le chimpanzé, lui, on ne fait pas beaucoup la différence. Le génome est très similaire partout au génome humain. Et puis, plus on descend dans l'arbre, plus vous voyez de contraste entre le début et la fin, où on voit que vers la fin, on a beaucoup de mal à trouver des bases similaires. Le nombre de petites barres vertes diminue, ce qui symbolise le fait qu'on a de plus en plus de mutations. Et on a une mesure ici qui est une sorte de score, de mesure combinée de tous ces alignements de séquences contre celle du génome humain. Quand on est en bleu, on a une valeur qui nous indique que le temps est lent, qu'on a un ralentissement en quelque sorte de l'évolution. La ligne grise symbolise un temps neutre qui nous dit que le temps se passe d'une manière qui n'affecte pas la fonction de l'ADN. Et quand on est dans le rouge, on a une accélération du temps. Donc les mutations sont plus fréquentes qu'attendues si la séquence n'avait aucune importance pour l'organisme. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, quand on est dans une région avec beaucoup de bleu, on est probablement en présence d'un gène ou d'une fonction, d'une séquence qui a une fonction très importante pour l'organisme. Parce que les mutations, lorsqu'elles se produisent là, eh bien, elles sont éliminées par la sélection naturelle. On en a peu. Tandis que dans les régions rouges, on a eu plus de mutations qu'attendues par hasard. Et là, on est en présence de sélection positive. C'est-à-dire que notre petit bonhomme vert, par exemple, qui gagne de la fréquence dans la population parce qu'il est porteur de mutations avantageuses. Donc les mutations pénètrent dans la population beaucoup plus rapidement et donc sont plus nombreuses aujourd'hui quand on les observe en comparant les espèces. Donc ça, c'est notre sorte d'outil, une sorte de mesure le long du génome. Là, je vous en ai mis 350, mais il y en a 3 milliards, donc on examine ça le long du génome et on regarde les endroits où l'évolution a été lente ou a été rapide pour essayer de déterminer respectivement si les séquences sont fonctionnellement importantes ou fonctionnellement peu importantes.
Donc, je vais terminer pour juste faire une petite analogie entre remettre la biologie dans le contexte du temps, qui est un peu l'objet d'aujourd'hui de cette journée, et même de l'histoire. Parce que paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais tout simplement par nécessité, les biologistes étudient le vivant dans des organismes vivants, donc dans le présent. Et de ce fait, les biologistes dont je fais partie sont très handicapés parce qu'on sait bien que toute la biologie qu'on observe aujourd'hui, comme je viens de vous l'expliquer, résulte des processus évolutifs, donc de millions, centaines de millions d'années d'évolution. Mais on n'y a pas accès parce qu'on ne peut pas faire de biologie sur des organismes qui ont disparu, on ne peut pas faire de biologie sur des fossiles, et donc on est obligé de le faire sur les organismes vivants. Si je faisais une petite analogie rapide, imaginez un extraterrestre qui arrive sur la Terre et qui se dit « Tiens, je vais étudier la population humaine ». Et il a des moyens à sa disposition pour ce faire. En particulier, il peut perturber le système qu'il étudie, exactement comme un biologiste perturbe une culture de bactéries ou une population de drosophiles. Eh bien, lui, il peut déclencher une guerre, il peut envoyer toute une infection, infecter toute une population avec un virus, il peut perturber comme ça le système, même créer une guerre, peu importe, pour voir ce qui se passe, parce qu'il ne comprend rien, il découvre la population humaine. Et en faisant ça, il observe des choses, en particulier qu'il y a des concentrations d'humains dans certaines régions, on appelle ça des villes, et puis elles communiquent par des routes. Il voit que certains humains parlent une certaine langue dans une certaine région, puis tout d'un coup, sans délimitation particulière, il observe que tout d'un coup, 200 mètres plus loin, tous les humains parlent une autre langue. Et il essaye de comprendre pourquoi. Alors il fait ses expériences, il perturbe le système, etc. Il aperçoit que certains humains se sont organisés de manière démocratique, ou ils décident ensemble un peu des lois qui vont les régir. D'autres sont sous le contrôle d'une petite poignée d'humains qui dirigent tout le monde. Il essaye de comprendre, encore une fois, comment et pourquoi les humains se sont organisés de telle ou telle manière, exactement comme un biologiste essaye de comprendre une cellule et un système biologique. Évidemment, cet extraterrestre, s'il avait les documents de l'histoire, tout deviendrait clair. Il comprendrait pourquoi on parle français ici, allemand ici, pourquoi il y a une ville ici, pourquoi il n'y a pas de ville à cet endroit-là, etc. Tout deviendrait clair. Mais il n'y a pas accès parce qu'il ne sait pas que ça existe. Nous, biologistes, sommes exactement dans cette situation. On aimerait bien avoir accès aux documents de l'histoire biologique, mais on n'y a pas accès parce que la biologie du passé, d'il y a 100 000 ans, de 200 000 ans, d'un million d'années, ne nous est plus accessible. Donc c'est le rêve du biologiste d'essayer de reconstituer cette histoire. Et c'est un petit peu ce que nous faisons au laboratoire, juste très brièvement. On s'inspire de ces citations qui ont été émises par des biologistes célèbres, dont Ernst Mayr, qui a évidemment dit de manière un peu triviale que la biologie de l'évolution est une science historique, parce que c'est de l'évolution évidemment, mais des biologistes pur jus, des vrais biologistes à la paillasse, qui font des expériences, ont même, comme Ed De Robertis a dit, la biologie est une science historique. Et ça, c'est vraiment pas évident pour beaucoup de biologistes, de replacer la biologie dans la période de l'évolution. Et je terminerai par un texte qui est vraiment fondateur, qui a été écrit en 1965 par Linus Pauling et Emil Zuckerkandl, qui ont dit, je n'ai pas eu la pertinence de le traduire aujourd'hui, mais vous comprenez sans doute l'anglais, je vais le traduire maladroitement à l'oral comme ça. On peut suivre l'expression de Hegel qui disait que il n'y a pas d'autre système qui est mieux aufgehoben, constamment aboli et simultanément préservé. On peut se demander où, dans les systèmes vivants actuels, se trouve la plus grande partie de l'histoire, se trouverait une plus grande partie de leur histoire, se trouve une plus grande partie de l'histoire qui aurait survécu et qui pourrait être extrait. Il parle évidemment de l'ADN des espèces, et ils ont bien compris que l'ADN est une fabuleuse machine à enregistrer les événements du passé dans des organismes qui vivent encore aujourd'hui, et tout notre travail, c'est d'essayer de l'extraire et de le faire parler. Voilà, donc je vais m'arrêter là avec cette petite métaphore de mon extraterrestre.